Bonsoir Alain. Donc si vous le voulez bien, je commencerai avec un sujet un petit peu d'actualité, le rachat. Un sujet qui fait parler. Ça y est, le club est donc enfin racheté. Quel bilan pouvez-vous faire de l'RM6 après donc 19 ans de bons et loyaux services? Alors, je ne sais pas si ma réponse, qui n'est pas forcément en prise directe avec la question, de savoir si, peut-être je viendrai après, ben, le bilan d'M6, somme toute, après, c'est toujours un petit peu délicat de relier le côté sportif, je dirais, au côté administratif, directionnel, quoi. Hein, bien sûr qu'il y a un lien parce que c'est eux qui amènent les moyens pour permettre à un club, à une équipe, en tout cas, d'avoir les moyens de rivaliser avec les meilleurs. Donc, en tout cas, ils ont pérennisé le club. Hein. En même temps, je trouve qu'ils ont quand même conservé un petit peu, en même temps, l'âme des Girondins, hein, du club, de ce qu'il est, ce qu'il représente, son identité, sa particularité. Après, sportivement, bah, il y a quand même eu de bonnes choses parce que ça fait. Eux, ils étaient là depuis. 19 ans. Pardon. 19 ans. Nicolas Taverneau et son équipe étaient là depuis 19 ans. Voilà, bah, il y a quand même eu des titres. Hein. Oui. 2009, hein, c'est Oui, ça. c'est ça. Un titre de champion et une Coupe de la Ligue. Voilà, une Coupe de la Ligue, des participations aux Coupes d'Europe. Oui. Il y a eu même un quart finale de Ligue des Champions. En effet, oui, contre l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, oui, voilà. Enfin, en fait, parce que c'était deux clubs français. Oui. Non, on peut. Après, ok. Mais en tout cas, les Girondins ont été là. Ça pas on n'a pas eu à l'intérieur des périodes mais qu'on a connues dans le passé où il y avait vraiment sur une durée, vraiment une domination des Girondins sur le football français. Là, c'était plus par épisodiquement, mais il y a eu quand même une certaine tenue sur le plan sportif des Girondins. Et donc oui, à juste titre, vous parlez d'âme et d'identité. Qu'est-ce qui, selon vous, ne pourrait pas coller avec notre club et quels pourraient être les axes essentiels et obligatoires que doivent suivre donc ces investisseurs américains, selon vous? Ouais, alors là, pour en venir, c'est là que je voulais un petit peu y venir, c'est que dans l'absolu, maintenant, on peut pas empêcher, enfin, personne ne peut empêcher M6 de partir, de vendre et que des repreneurs viennent. C'est vrai pour Bordeaux, c'était vrai pour Marseille, pour d'autres Paris Saint-Germain, Monaco, etc., etc. Donc ça fait partie du football de maintenant et de situations qui peuvent se présenter et qui arrivent. Après, derrière, quand on reprend un club, eh ben c'est effectivement ça d'avoir d'abord que les nouveaux propriétaires donnent un petit peu leur objectif, les moyens qu'ils peuvent avoir pour pouvoir permettre aux Girondins, qui ne l'oublions pas, dans l'histoire du football français, est quand même un club qui fait partie des clubs qui ont quand même un palmarès au niveau national, un palmarès certain, et donc qui a connu ces grands moments, qui peut revenir à retrouver ces grands moments. Alors certes, peut-être pas au niveau le plus élevé actuellement, pas plus Bordeaux que notre club français par rapport au Paris Saint-Germain, parce que là, ça va être très compliqué de les déloger, ça c'est une évidence. Ah oui, très certainement. Oui, bien sûr, parce que là on peut pas. Il n'y a pas un club français qui peut lutter un moyen pour pouvoir avoir des résultats. Ça, c'est une réalité. Donc derrière, après, mais d'être dans les clubs qui peuvent après se bagarrer pour la seconde, la troisième, en tout cas des places qui mènent à la Ligue des Champions, voire l'Europa League. Là, il faut que les Girondins ont toujours été dans leur histoire une équipe qui a eu cette possibilité. Il faut qu'elles existent toujours. Mais ça, pour qu'elles existent toujours, c'est ce que les Américains mèneront à moyen et ce que les Américains mettront en place, les Américains nouveaux propriétaires, en termes d'objectifs et de stratégie. De stratégie pour le club. Hein. Si c'est pour tout en conservant un petit peu effectivement l'âme des Girondins, comme
comme les Marseillais peuvent le faire, les Stéphanois, etc., les Nantais, voilà. Euh, Parce que chacun il a son identité propre. Après, derrière, il ne faut pas que ça soit pour venir faire des listements et essayer, essayer de faire comme Monaco et de vouloir rentabiliser, les, rentabiliser le club par des ventes de supporters, mais des joueurs mais qui affaiblissent. S'il y a des très bons joueurs qui peuvent affaiblir et pas permettre à l'équipe d'avoir des objectifs plus élevés à cause de cela. Oui, puis en plus, donc voilà, vous parlez de transfert et d'un petit peu l'aspect financier. On se dirige donc vers un football un petit peu plus business, même si certaines personnes, dont vous très certainement, vous êtes un peu plus attachés au côté populaire du football et même du club. Mais C'est ça dépend, le problème du business, ça dépend comment on l'interprète et comment on l'applique. Si vous venez pour dire je veux faire rentabiliser par à tout prix, avoir des retombées, c'est pour ça que c'était Monaco. Monaco, ils ont vendu pour combien? 300, 400 millions, je ne sais pas combien voilà. facile, Sauf que facile. maintenant, oui, facile, oui. Et là, sauf que maintenant, on en voit le résultat. C'est quand même la vente de tous ces joueurs et non des moindres a quand même affaibli sportivement l'équipe. C'est des réalités. Voilà. Après, on sait qu'il est très difficile, effectivement, de venir et de gagner de l'argent dans le football. Mais on peut quand même avoir un club en bonne santé qui fait des résultats et le niveau de l'équipe sur le plan sportif et non pas rentrer dans un business à tout prix. Oui, en plus, pour faire le lien un petit peu avec donc ce plan sportif et les nouveaux racheteurs, en arrivant, ils ont évoqué un objectif de faire top 3 et de retrouver la Ligue des Champions sous 3, 4, 5 ans, il me semble. Ça me semble un petit peu prématuré et un peu trop ambitieux. Vous en Oui, mais pensez vous quoi? savez, d'abord c'est très difficile de programmer comme ça sur le plan sportif, de programmer avec certitude des résultats, en disant dans 3 ans on veut être dans le top 3. Ok, très bien. Maintenant, ça c'est bien parce que ça fait envie à tout le monde, des personnes qui va le contester. Par contre, c'est de mettre en place, de commencer à mettre en place les moyens pour y arriver. Voilà, parce que comment alors c'est-à-dire que dans les 3 points, là il va falloir se bagarrer, on met Paris de côté, avec Marseille, avec Lyon, avec Monaco, pas plus pour le moment, avec d'autres équipes que Saint-Étienne, etc., qui sont en haut. Donc il va falloir avoir les moyens. Pour le moment, bon, la saison, elle est tant bien que mal, mais on voit pas. Alors, c'est pas facile à faire l'équipe, mais il va falloir aussi que sportivement, l'équipe prenne une autre dimension pour arriver à ses objectifs. Alors, comment va-t-on le faire? C'est là que, quand ils nous disent, OK, dans les 3 ans, pas de problème, on le fait sur quelle base? Nous allons investir X, X millions, parce que nécessairement, c'est ce qui est curieux, c'est qu'on est en train de parler que de finances là, mais bon, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est le nerf de la guerre. La finance permet quand même d'avoir de bons joueurs. Je ne dis pas forcément les très très bons joueurs ou les très grands joueurs, mais de bons joueurs. Je pense qu'il y a besoin pour franchir un palier par rapport aux résultats à obtenir et qui passe aussi par une constance. Et actuellement, les journées l'ont pas tout à fait. Voilà, alors, très bien. Alors, derrière, quand on annonce l'objectif, ouais, tant mieux maintenant. Il faut être conscient de ce qu'il va falloir apporter et faire pour y arriver. Oui, très bien. Et en plus donc des joueurs, j'ai envie de parler d'une personne aussi importante dans l'équipe et dans le collectif. Vous êtes un grand entraîneur français avec des diplômes à jour. Je pense que vous savez déjà où est-ce que je vais en venir. Comment voyez-vous la situation de Ricardo, même si l'on sait donc qu'il n'a pas le droit de se lever pendant les matchs, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? On joue sur les mots, franchement.
Très honnêtement, oui. Mais attendez, bon, toute la semaine, c'est lui qui dicte le programme, qui met en place les séances, qui fait le 11, etc., qui fait la causerie avant le match, dans les vestiaires, à la mi-temps, etc. Voilà, après, il n'a pas le droit de se lever. Après, en toute honnêteté, quel est l'apport d'un entraîneur réellement quand le cours il est lancé? Oui, si. C'est là qu'on appelle le fameux coaching. Hein, le coaching qui fait que par rapport au match qui s'enclenche, de modifier un peu le système, de faire des changements parce qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu en dedans, qui ne sont pas dans le coup ce jour-là. Voilà, donc après, vous savez, bon, il est manager, Oui, d'accord. oui, oui. Bon, les managers et l'entraîneur, donc déclaré, c'est Eric Bedoué. Donc il est dit qu'il ne doit pas. Mais est-ce que je ne sais pas si vous suivez, je ne sais pas, vous allez peut-être voir les matchs à Montpellier ou je ne sais pas. Oui. Mais amusez-vous à regarder à l'occasion certaines équipes et vous verrez, moi je l'ai constaté, je l'ai vu, que les entraîneurs adjoints se levaient, allaient parler à la place de l'entraîneur sur la situation. Et personne ne leur a dit d'aller s'asseoir. Moi, j'ai vu une équipe ici, je suis basé à Toulouse, j'ai vu un entraîneur adjoint, pendant 10 à 15 minutes, c'était lui. L'entraîneur principal, il était assis. Et on lui a pas ordonné de s'asseoir, c'était eux qui avaient décidé. Je pense que tout est une question de communication entre les deux hommes, finalement. Si... Ou au-delà, tout d'un coup, l'entraîneur principal, il dit, je m'assois. Imaginez que Bedoué dise, moi je m'assois, j'envoie mon entraîneur adjoint qui est Ricardo. Et pourquoi alors à ce moment-là Ricardo qui est entraîneur adjoint ne peut pas se lever? Et pourquoi l'entraîneur adjoint dont je vous parle, il a passé son temps debout pendant 10 minutes ou un quart d'heure? Expliquez-moi. C'est une situation, ma foi, assez non, extraordinaire. Non mais voilà. Alors oui, on va dire oui, mais Ricardo n'est pas entraîneur. Mais l'entraîneur adjoint que j'ai vu là, il n'est pas entraîneur non plus. Il est entraîneur adjoint. Donc ah oui, mais quoi? Si on est dans le règlement. Bon, c'est pour ça. Donc moi je dis que oui, c'est un peu contraignant. Maintenant, c'est vrai que de le voir complètement assis, de même pas venir une fois ou deux comme ça, l'espace d'un aller-retour, je vois pas pourquoi, comment, hein, cette espèce de punition à tout prix. Voilà, il y a d'autres situations. Alors que le reste du temps, c'est lui qui fait. De la même façon, vous savez, quand vous avez un entraîneur suspendu qui est dans les tribunes, oui. Hein, et d'en haut, il dit, avec son téléphone, il dit changez le numéro 2, changez le numéro 3, passons à 4-3-3 au lieu du 4-4-2, voilà. Alors, il bouge quand même. Hein. Il est suspendu, ouais, ok, il est suspendu loin de touche. Et voilà. Ah oui, je suis d'accord, Voilà. je suis d'accord. Non, je vois pas. Donc, sincèrement, ça. Oui, c'est un petit peu désagréable, mais c'est pas foncièrement, c'est pas dérangeant. C'est un petit peu les comment dirais-je, la réglementation qui est quelquefois appliquée d'une façon pas tout à fait un peu particulier. C'est un peu particulier. Et donc avant cette paire de coachs, le nom de Thierry Henry avait circulé sur les bords de la Garonne. Est-ce que vous auriez aimé voir Titi sur le banc des Girondins pour son premier poste, donc, avant de le voir partir un peu? C'était peut-être plus facile pour lui, parce qu'il est allé dans un endroit où c'était vraiment une grosse galère, quoi. Ah oui. Voilà. Oui, parce qu'il est avec un effectif qui est complètement liquéfié, voilà, avec des joueurs complètement en dehors du sujet. Compliqué pour lui, quoi. Oui, c'est pas facilité la tâche. Il n'y avait plus de stabilité aux Girondins. Bon, les objectifs n'étaient pas les mêmes, mais il y a quand même plus de stabilité. Mais c'était difficile. Les perspectives étaient plus rassurantes, entre guillemets, à Bordeaux qu'à Monaco. Oui, très certainement. Puis donc, pour faire un lien tout trouvé, on va passer un petit peu sur la saison actuelle. Une nouvelle fois, l'intersaison n'a pas été vraiment de tout repos à Bordeaux. Quel bilan pouvez-vous faire sur cette mi-saison, à quelques semaines de la mi-saison? On a l'impression que l'histoire se répète avec donc cette espèce de petit passage à vide durant l'automne. Ça repart après janvier.
C'est bis Oui, repetita, oui, hein. oui, c'est pour ça, mais c'est un petit peu comme il y a eu la saison dernière, mais pas plus. Il n'y a pas que Bordeaux, il y a eu beaucoup d'inconstances chez les équipes en dehors des. Regardez, la saison dernière, vous avez un premier qui se baladait, trois autres équipes qui se sont bagarrées, et ces trois autres équipes avec le, le cinquième, je crois qu'il y avait 15 ou 18 points d'écart encore. Donc on voit et derrière il y a eu des équipes qui faisaient un petit peu du yo-yo quoi. Et là un petit peu moins cette année, mais c'est vrai que là Bordeaux en ce moment là est sur une bonne période là, sur une bonne série de résultats. Oui. Et puis même quand vous voyez la performance contre Paris, elle est de très bon niveau. Alors je sais bien que entre guillemets ça peut être plus facile de jouer pour Paris, même si c'est un peu paradoxal ce que je dis là, que de jouer d'autres adversaires, et pourtant les 3 points comptent, à la limite il vaut mieux pas se rater sur les autres plutôt que par rapport à Paris. On ne fait pas les mêmes journées, il ne faut pas le même championnat que Paris quoi. Oui, je suis d'accord, mais du coup, par rapport à vraiment ce phénomène qui se répète, est-ce que vous pensez que c'est de l'ordre structurel? Puisque quand on y pense, les joueurs changent, mais à chaque fois, le même phénomène se Ah, reproduit. oui, à quelque chose de près. Maintenant, je pense oui, les joueurs changent, mais pour le moment, on ne peut pas dire que on trouve une stabilité d'ossature d'équipe. Vous voyez? Oui, Dites-moi quelle est l'équipe type des Girondins. Peut-être elle commence un petit peu à se dessiner actuellement. oui, un petit peu, ouais. La base défensive, en tout cas, peut-être Oui, un petit peu, ouais. Lazio, Koundé, Pablo et, comment il s'appelle le latéral gauche là, Sabali, et Sabali. Après vous avez Octavio qui tient bien le le milieu milieu. défensif, ouais. Ouais, après devant par contre bon après vous avez du monde parce que vous avez Camano puis Caraboa à droite, vous avez Cornelius, vous avez Brillant et malheureusement pas tous les faire jouer. Il y a du potentiel devant, hein. Ça, c'est Oui, clair et net, hein. oui, 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 c'est vrai. Oui, 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 oui. Vous vous rendez compte, c'est Brillant qui joue, puis vous faites rentrer Cornelius, et puis contre Paris, c'est lui qui marque. Voilà. Contre Lyon aussi, hein. Donc, oui, oui, aussi, également. Donc, voilà, oui, mais ça crée des. On ne peut pas tous les aligner. Et en valeur joueur, ils ont tous leur place. Ils ont tous leur place. C'est Mais bon, sauf qu'on ne peut pas faire jouer tout le monde. à Bedoué et à Ricardo de trouver la meilleure formule. C'est vrai que vous avez raison C'est sur deux le. joueurs interchangeables parce que là aussi, vous jouez aussi, là aussi on ne trouve pas forcément des joueurs dans une constance énorme. Quoi, hein. Vous avez des niveaux de match importants mais là aussi c'est un peu les caractéristiques qu'on retrouve dans d'autres clubs, hein, où la constance, je ne dis pas que ça ne veut pas dire qu'on est très bon sur 38 matchs, ça c'est impossible, mais il y a quand même un certain niveau qui permet de donner, fatalement par répercussion, un niveau à l'équipe sur un championnat. Sur un championnat. Et pour en revenir un petit peu à Bordeaux, vraiment un cas bien spécifique, on parle souvent, le club est souvent critiqué par rapport au fait qu'il n'y a pas vraiment de pression, on entend souvent dire ça, une espèce de cocon familial, vraiment une atmosphère où c'est bon y vivre, etc. Est-ce que vous pensez que voilà, il y a une espèce de relâchement qui serait Ça peut empêcher Bordeaux de gagner des titres. Hein. Eh oui, pourtant, oui, pourtant. Attendez, donc si vous mettez l'équipe du Paris Saint-Germain à Bordeaux, vous allez voir si vous n'allez pas avoir de résultat. Cocon ou pas cocon. C'est ça aussi, notre génération, hein, je veux dire, les joueurs qu'il y avait, on n'a jamais considéré qu'il y avait un confort, mais il y avait des exigences, le public réclamait, on était là. On sait que Bordeaux, c'est Bordeaux, ça n'a pas la ferveur de Marseille ou de Saint-Étienne ou comme ça. Mais c'est comme ça. Le joueur, il doit pas, comment dire, le joueur, l'équipe, ne doit pas rechercher à côté ce qu'ils doivent amener eux-mêmes et ce qu'elle peut elle aussi produire, l'équipe. Hein, c'est d'abord, avant tout cela, bien sûr que il y a quand même à Bordeaux, on parlait tout à l'heure des ultras, il y a quand même un virage sud, pour moi c'est toujours le virage sud, hein, qui est quand même en France un
un virage assez marquant de supporters et assez présent. Il faut le reconnaître. Tout le monde n'en a pas comme eux. Hein. Ah oui, oui, des aussi motivés et fidèles, Bien je sûr, pense que oui. qui est des fidèles, bien sûr. Mais il faut reconnaître cela. Vous voyez, donc déjà, c'est déjà pas mal. Il y a d'autres clubs, moi je suis basé à Toulouse, je vois beaucoup de matchs à Toulouse, c'est pas le cas, ou d'autres clubs, c'est pas le cas. Hein. En soi, je pense que c'est pas vraiment du Monaco, coup. vous savez, on parle de ça, mais Monaco, il y a 2 ans, un truc comme ça, ils ont été champions demi-finale à la Coupe d'Europe. Et vous connaissez la ferveur à Monaco, vous Oui. Voilà. Ouais. Oui, puis vraiment, ouais, c'est pas. Cette histoire de ferveur, c'est pas vraiment celle-là qui est montrée du doigt, c'est l'affluence et le taux de remplissage de ce magnifique stade qui est vraiment Oui, critiqué. ouais, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Malheureusement, Le stade n'arrive pas à trouver son rythme de croisière, à retrouver quelque chose, son âme. Difficile, vous savez, le changement de stade comme ça, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Hein. Il faut refaire son âme au stade, se resituer. Bon, vous avez ces problèmes de sortie de stade aussi, d'accès. Ouais, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte là-dessus. et l'arrivée peut-être donc de ces actionnaires avec, qui sait, des grands noms qui vont arriver dans Vous l'équipe, est-ce que savez, si, ça peut amener une Bordeaux ferveur, ça? caracole dans les 3 premiers, le stade se remplira plus facilement. Hein. Ça va revenir, forcément. Regardez, Paris, c'était archi plein. Ah ouais, Marseille, ça sera plein. je pense, ouais, ouais. En fait, les supporters bordelais attendent des grands matchs. Et les grands matchs, c'est les soirées européennes, c'est les soirées en Ligue des Champions. Et... Oui, mais en même temps, quand vous êtes les Girondins devant, c'est vous qui le créez le grand match, c'est pas les autres. Ah oui, bah oui, ça c'est sûr. Et oui, Ça c'est et sûr. oui, et oui. Donc pour le moment, il faut se rapprocher, être présent, voilà, ça passe. Le stade suivra la courbe de performance de l'équipe. Hein. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et puis donc je parle de grands matchs, la transition est toute trouvée, puisque donc demain, nous tournons cette interview mercredi. Demain, Bordeaux joue entre guillemets sa finale de poule contre Copenhague Ouais, à l'extérieur. ouais. Un exploit qui semble aussi inespéré qu'invraisemblable. Comment vous voyez cette rencontre? Est-ce que vous y croyez vraiment? Bon, il faut y croire parce que tout reste possible, ça va être compliqué, c'est l'évidence. Surtout que vous avez perdu à la maison contre cette équipe-là. Voilà, après maintenant, là, je pense que les Girondins sont mieux que la période où le match a été joué. J'étais au match à Bordeaux. Donc voilà, en tout cas, ce qui me gêne surtout dans l'UEFA, la Coupe UEFA, là, c'est que Bordeaux, comme les autres, vraiment, ça n'a pas été pris d'une façon où on pourrait attendre notre visage de ces équipes-là. Parce que la Coupe d'Europe, c'est quelque chose de différent, ça a des vertus, ça peut amener de la confiance, ça peut dynamiser une équipe. Et non, et de se plomber la saison de championnat, parce qu'à la Coupe d'Europe, on n'est pas dans ce que réclame l'exigence de cette compétition, c'est dommage. C'est dommage. Est-ce que vous pensez que l'équipe n'a pas joué à fond cette compétition? Mais est-ce que Bordeaux, comme les autres, je pense qu'il y avait les moyens de faire mieux, quoi. Faire mieux que là, combien d'équipes en Coupe Europa? Europa Cup, on va en avoir combien? Bah, On va en avoir. Il y a peut-être, comment ça s'appelle, c'est c'est Rennes. Rennes peut passer, Marseille non, Bordeaux, pourquoi pas? Mais Rennes, c'est un exploit aussi, hein. Faut qu'il fasse un exploit aussi, hein. Oui, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Mais bon, voilà, je trouve que c'est dommage que c'était pris comme ça. Oui, 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 c'est certain. Puis surtout quand on voit la physionomie de certains matchs, on repense au match au Zénith où les Girondins mènent à la Bien pause. sûr. Non, mais je vous dis, le match vous perdez à la maison comme Copenhague. Oui, oui, oui. Celui-là C'est aussi. ça, vous comprenez déjà, vous vous rendez compte si vous avez les 3 points de ce match-là. Ah oui, oui, oui. C'est des points perdus bêtement qui étaient acquis et qui nous ont glissé entre les mains. Dans la logique d'une qualification, ça fait partie des points qui auraient dû être pris, quoi. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, et donc ça à cause de certaines faiblesses, dont notamment le fait de ne pas vraiment avoir de créateurs au milieu de terrain, et vous le soulignez aussi dans
dans la presse, et donc vous êtes aussi bien placé pour le savoir. Ça manque un petit peu de folie, de créativité. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Déjà, au-delà d'en faire un cas particulier sur les Girondins, c'est un cas un peu général sur la France. Sur D'accord. la France. Des créateurs, je veux dire, est-ce que l'équipe de France a beaucoup de créateurs? Non. Pas énormément. Ah, mais le énormément, je trouve qu'il est gentil. Parce qu'au milieu, vous n'avez pas de créateurs, pour moi. C'est des joueurs, oui, qui sont de très bons récupérateurs, qui impulsent et qui ne sont pas des joueurs qui sortent des ballons, qui permettent d'alimenter. Quand vous voyez un Neymar hier, en termes de création, je pense que lui, bon, vous allez me dire, je peut-être choisi Hmm. le plus haut niveau, mais voilà. Donc oui, et Bordeaux en manque, donc il faut malheureusement, écoutez, faire avec, sans ça, et faire en sorte que l'équipe quand même puisse arriver à s'exprimer. Il y a de la qualité offensive devant, c'est là qu'il faut arriver à les mettre dans les meilleures conditions pour justement, eux, capables, vous avez, on peut dire, il y a une ligne d'attaque, au moins 3 attaquants qui peuvent recréer bien des dangers, parce qu'avec de la capacité de percussion, de dribble, d'élimination, voilà, c'est comme ça que, enfin, les atouts que peuvent avoir bon. Je vais vous mettre dans une situation qui sera pas, pas évidente. Si je vous mets donc dans la place des recruteurs bordelais et que on vous dit, écoutez, Monsieur Giresse, trouvez-nous un milieu créatif pour ce mercato d'hiver. À qui vous pensez, donc à l'échelle des Girondins, qui c'est que vous penserez qui pourrait renforcer ce milieu de terrain? D'abord, je vais vous dire, au mercato, vous ne trouverez jamais l'oiseau idéal parce que ça veut dire que c'est un club, c'est quelqu'un qui ne joue pas quelque part, etc. Donc, déjà, c'est un peu faussé. C'est plus pour renforcer. Vous prenez quelqu'un parce que vous avez besoin dans l'effectif, il manque de joueurs, il faut un petit peu le densifier, l'effectif, mais là, non. Donc, voilà. Après le problème, c'est que vous êtes obligé d'avoir une connaissance de joueurs qui ne sont pas forcément très connu, parce qu'avec les moyens que vous avez, c'est même pas la peine de vous mettre sur les joueurs qui sont connus. Hein, on va parler des créateurs de haut niveau, mais c'est même pas la peine. Vous ne pourrez pas vous approcher de ces joueurs-là. Donc, c'est pas là-dessus. Moi, je pense déjà que l'équipe, elle peut, je veux dire, elle a suffisamment d'arguments offensifs pour pouvoir faire face toute une saison à des possibilités, à donner des possibilités à l'équipe. Ça c'est évident, on l'a dit en parlant, ça, il y a une stabilité qui se met en place sur le plan défensif entre le milieu qui est le plus récupérateur et la défense, pour après pouvoir arriver, bien stabiliser tout ça et permettre aux offensives de pouvoir s'exprimer. Entendu. Très bien, on en arrive donc au match de dimanche. Normalement, on croise les doigts s'il n'y est pas reporté. De dimanche contre Marseille. C'est Marseille-Bordeaux qui ont forcément une saveur, excusez-moi, particulière pour vous, qui avez joué dans les deux clubs. Comment voyez-vous ce match? Vous l'avez dit à juste titre que Bordeaux va mieux. Marseille est en pleine crise, j'ai envie de dire. Quelle sera l'issue du match? C'est à Marseille le match. C'est à Marseille, effectivement. Ouais. Non, mais attendez, il y a quelque chose à faire. Hein, parce que un Bordeaux bien en place, bien solide, comme il est capable de le faire, peut poser de gros problèmes à Marseille là-bas. Ça, c'est une certitude. Et justement, vous parlez de cette qualité offensive. La défense marseillaise laisse un peu à désirer. Est-ce qu'il n'y aurait pas des espaces? Il y aurait quelque chose à faire. Oui, comme vous le dites, je suis d'accord avec vous, il y a quelque chose à faire. Bien sûr qu'il y a des possibilités. Bien sûr, il y a des possibilités. La première des choses, c'est de ne pas partir non plus en fusil, mais c'est d'être bien en place, organisé, et après d'utiliser tous les atouts offensifs. Bien sûr, c'est ce bon compromis qu'il faut trouver, être en place, organisé, et avoir la capacité de jouer après derrière, d'aller donner la possibilité, ce qu'on disait tout à l'heure, aux offensifs de pouvoir s'exprimer. Et il y a quelque chose à faire. Je le pense aussi, ouais. Et pour revenir un petit peu sur l'historique, comment parler de ce match sans vous parler de cette rencontre face à Gernot Rohr, lui qui avait donc appliqué juste les consignes? Est-ce que vous avez retrouvé contact avec lui? Vous en avez parlé? On ne va pas parler de toutes ces choses-là. Ça a existé, c'est terminé. Je ne veux même pas en parler. Ça ne sert à rien. Vous avez raison. Vous avez Je ne veux raison. pas en parler parce que c'est pas. Aucun intérêt pour moi. C'est un goût tellement. Elle me donne un goût tellement désagréable, un goût amer, donc je n'ai pas envie de parler de ce match-là. Vous avez raison. Passons.
Quelque chose de beaucoup plus joyeux par rapport aux Girondins, l'invincibilité, qui est donc qui s'élève à 40 ans maintenant, même si donc il s'agit d'un match à Marseille, comme je vous l'ai rappelé. Oui, c'est Qu'est-ce à Bordeaux que, que qu'est-ce que, l'invincibilité. L'invincibilité, c'est à Bordeaux. oui, voilà, ouais, ouais, voilà, mais qu'est-ce qui peut expliquer cela, selon vous, que Marseille n'arrive pas à gagner Je sais pas, je sais pas, pourtant il y a eu la belle période des Marseillais quand ils étaient champions d'Europe et tout ça. Malgré cela, ok, ils perdaient pas, ils faisaient match nul au moins, mais ils n'arrivaient pas à gagner quand même. Voilà, donc, je sais pas, Bordeaux arrive à bien maîtriser cette équipe de Marseille. Bordeaux-Marseille, ça a toujours été une affiche dans le championnat. Et il y a toujours une ferveur particulière dans ce match-là. Et à domicile, Bordeaux, c'est très bien appréhendé les Marseillais. La preuve, 40 ans, un peu plus de 40 ans. C'est assez Ils fort à auront dire. 42 ans l'année prochaine. C'est vrai que c'est assez fort. Et donc là, on va terminer sur une dernière partie Ouais. qui sera centrée sur votre formidable carrière, j'ai envie de dire, vous qui avez tant vécu de Marseille-Bordeaux. Vous êtes toujours Non, le non, pas tant que ça. 12, non? J'ai vu 11 ou 12? Mais pas beaucoup. Vous savez pourquoi ils étaient en deuxième division? Oui, ouais, ouais, j'ai vu, Ils ont été en deuxième division assez souvent. Et j'ai donc, vu, moi, je peux plus. Si vous voulez, d'ailleurs, ça, faudrait que je pense qu'il y a des équipes, oui, je pense, il ne doit pas y en avoir beaucoup, qui pendant toute. Moi, j'ai fait 18 ans en première division. oui. En 18 ans, que j'ai toujours rencontré chaque année. Ah, ça serait Moi, marrant à souligner. ouais, hein, et j'ai pas, ça, je chercherai, mais parce qu'il y a des équipes qui et or, moi, Bordeaux, ben, bon, sauf la catastrophe là, de 91 comme ça, là, quand ils ont été relégués, mais en étant toujours en première division, je sais pas, donc, Vous avez quand même dû les jouer une bonne vingtaine de fois finalement. ben, sur les allers-retours, oui, Ouais, oui, voire plus, ouais. oui, 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 sur les allers-retours, oui, 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 mais bon, nous, on allait gagner à Marseille à l'époque, hein. Ouais. Et Attendez, oui, nous, on a gagné Marseille. c'est ça qui est bien. C'est ça qui est Oui, bien. non, mais nous, à l'époque, si vous voulez, moi, si je prends les périodes les plus glorieuses, bah, je veux dire, je veux dire, on ne craignait pas les autres, c'est les autres qui nous craignaient, hein. C'est beau cette phrase. J'aimerais bien que les joueurs girondins parlent. Ah, mais c'est une réalité. Donc, Ah par oui, exemple, à oui. Bordeaux, la période la plus faste, on ne se posait pas la question de savoir si on allait gagner à Bordeaux, c'est de savoir combien nous allions gagner. Par combien. Non, Mais c'est bien dit, c'est bien dit. Et 18 ans, 18 années au plus haut niveau. Comment vous expliqueriez cette longévité et cette d'abord, qualité au plus haut niveau? bon, la passion, le plaisir. Après, vous rentrez dans sérieux, le sérieux dans votre préparation, récupération avec tout ce qui fait ça, et puis aussi la chance de ne pas avoir de grosses blessures, de graves blessures. Oui, je pense que c'est très important. Je l'évoquais avec un autre ancien joueur qui m'avait aussi parlé de ça, de la chance qu'il avait eu de ne pas avoir de blessure. Ouais. C'est quelque chose qui vous fait peur, vous, en tant que joueur, la blessure grave, quand vous voyez autour de vous des Ah, coéquipiers qui se bien blessent? sûr. Bien sûr, parce que malheureusement c'est imprévisible, ça peut arriver, et on n'est pas dans le rugby, mais c'est un risque qui existe, malheureusement. Très bien. Autre question, vous êtes encore, et pour un moment, et pour un très long moment, le meilleur buteur de notre club, et en plus de ça, avec 2 titres de champion de France et une coupe. Une véritable. C'est lui qui a revêtu le maillot le plus souvent. Eh oui, voilà. Donc j'allais y venir, une véritable icône, un emblème, un symbole de toute une ville, une génération. Comment vous vivez ça Je suis du encore? coin. Et je suis du coin. Ouais, encore plus. Comment vous vivez ça Oh, aujourd'hui, mais cette. certainement, c'est certainement l'une de mes plus grandes fiertés. Parce que les Girondins, j'y suis rentré très jeune. C'était le club de, mon, de mon coin, de ma région. Voilà. Quand moi je jouais, je disais dans les tribunes, c'est pas le public, c'est des amis d'enfance, du village, de l'école, du collège, de l'armée. J'ai fait l'armée à Bordeaux, etc. C'est toute une toile de gens avec lesquels j'avais un lien, qui était là. Bon, alors évidemment, c'était pas tout le stade, mais voilà. Et des gens, après, on m'a cité les origines des gens qui étaient dans les tribunes. Il n'y a pas un village que je n'aurais pas connu.
Elle m'a dit, ah, mais lui, il est de tel endroit, de Blaye, de Langogne, de Arcachon, mais j'ai dit, oui, je sais où c'est. Je suis de la région. Voilà, et en même temps, quand j'étais capitaine, j'étais aussi l'intermédiaire entre les joueurs qui arrivaient et la région à travers toutes les ouvertures que je pouvais leur faire, et notamment ça a été surtout dans le vin, en les amenant dans les châteaux pour leur faire découvrir la région et notre belle spécialité. Moi, ce que je trouve fou, c'est la ferveur qu'il y a autour de vous. Même après toutes ces années, elle baisse pas. Je vais prendre mon cas personnel, j'ai 22 petites années. Et pourtant, je sais que vous êtes l'une des plus grandes icônes de notre club, et de par les vidéos, de par les reportages, de par les interviews, les témoignages d'anciens joueurs, etc. Je sais que vous êtes un élément majeur de l'histoire du club. Comment vous vivez ça, que même après toutes ces années, que des jeunes comme moi soient autant émerveillés par votre Avec un carrière et petit par peu, vous? avec un petit peu d'étonnement, je dois le dire, avec un petit peu d'étonnement, bien sûr. Et mais en même temps, ça veut dire que mon comportement, mon attitude au-delà de ce que je faisais sur le terrain, a apprécié. Et puis les gens se sont rendus compte de l'attachement que j'avais pour le club, pour ce qu'il représente, et toute l'histoire que j'ai pu avoir. Voilà, dernièrement, je suis passé à Roquevielle, parce que c'est là où j'avais débuté tout jeune, et j'étais Romain Roquevielle, voilà, comme un lieu de pèlerinage pour moi. Voilà, j'étais tout seul, il n'y avait personne. Voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Et moi, je vivais comme ça. Bon, j'étais un joueur de football professionnel, mais je vivais comme ça, c'était ma façon d'aborder mon métier. Et est-ce que cet amour pour les Girondins aurait pu aller jusqu'au fait de les entraîner? Non. Vous n'y avez Oui, au jamais début. pensé? Oui, au début. Oui, au début, mais non après, parce que. Oui, au début, mais non après, parce que je me suis dit, ben oui, mais je peux me faire virer comme tout entraîneur, et ça, c'est mon métier que ça se passe avec les Girondins. Je comprends, je comprends. J'allais vous demander si vous aviez peur que cette belle image soit un petit peu Oui, non, mais écornée. non, ça laisse toujours des traces, et c'est pas les traces que je veux, c'est pas les liens que je veux garder avec les Girondins, c'est pas cela. Je veux pas D'accord. écorcher tout ça. Et avec maintenant un peu plus de recul, votre carrière d'entraîneur, qu'est-ce Oui, moi, que... je suis parti surtout sur l'Afrique. Oui, J'ai trouvé mes marques là-bas, sur le continent, avec des complications, mais aussi des moments humains extraordinaires. Voilà, donc là, oui, je me suis épanoui dans ce métier-là, à travers tout ce que j'ai fait. Et partout où je suis passé, vous pouvez voir, j'ai mis des équipes en place, et en quittant ces pays, j'ai toujours laissé ces équipes nationales en bon état et non pas en ruine. Donc voilà, j'estime avoir bien accompli la mission qui m'était confiée d'entraîner les équipes nationales dans ces pays. ça devrait être une grande fierté. Et Oui, qui, oui, c'est une satisfaction, bien sûr. C'est une satisfaction parce que ça veut dire que j'ai respecté ces gens-là, j'ai respecté le pays, et je suis venu pour apporter ce qu'ils attendaient que je leur apporte. mais pourtant, depuis la sélection malienne que vous avez quittée en 2017, vous n'avez pas retrouvé d'équipe ni de sélection? Non, parce que bon, ça ne s'est pas présenté, il faut que le contexte soit convienne pour voir cela, donc j'espère que ça va arriver. Vous en avez envie? Votre passion vous porte Bien sûr, encore? oui, bien sûr. Oui, oui, je suis pas été au bout encore de ce que j'ai envie de connaître et de faire. D'accord. Donc pas chez les Girondins, c'est certain. Non, non, non. C'est Le dommage. Girondin, c'est dans le cœur, donc j'ai pas besoin de, 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 de réclamer quoi que ce soit. D'accord. J'ai quelque chose que personne ne pourra m'enlever. On pourra tout dire, tout faire. Les Américains, les ci, les là, pourront tout dire, tout faire. Il y a des choses qui sont dans le marbre. Ouais, je dois avouer, je suis assez émerveillé par l'amour que vous portez par les Girondins, par notre club. Nous qui l'aimons, nous, je parle au nom des supporters qui l'aimons tout autant. Oui, mais vous savez, vous savez, faut savoir que j'ai commencé jeune, en même temps j'ai connu des très mauvaises périodes, des années, il a fallu galérer, etc. Et tout. Après, j'ai eu le bonheur de connaître, et donc je sais tout ce que ça représente, et non pas, je ne me suis pas laissé griser par les grandes périodes, sachant pertinemment d'où je venais avec les Girondins. Donc tout ça, c'est facile, vous savez, de venir aux Girondins maintenant, avec les belles installations du Hayan, le beau stade, etc. Oui, mais j'ai connu autre chose aux Girondins. Et donc, quand vous avez connu ça aussi, avec un club, forcément, ça reste, ça grave. Vous vous dites que vous avez connu beaucoup de choses. Si je vous demande
comme ça, dès la première seconde, de me citer la première image de joie et de bonheur que vous retiendrez le Voilà, plus. le titre 84, parce que le titre 84, c'est depuis 1950-51 que le club attendait cela. Donc c'était une espèce de délivrance, puisque Bordeaux finissait en second, voilà d'y être arrivé. Très bien. Bah écoutez, Voilà. je vous cache pas que j'ai j'ai absolument pas envie d'arrêter cet appel, mais je vais pas vous déranger plus longtemps. Parce que on m'attend Oui, chez moi là. mais vous avez raison, vous avez raison. Vous avez raison. Mais en tout cas, un immense merci du temps que vous m'avez accordé. C'était un vrai honneur pour moi d'échanger avec vous. Ok, ben merci. Je vous souhaite une bonne continuation en tout cas. Merci, bonne soirée, au Bonne revoir. soirée, Alain. Au Au revoir. revoir.